honorés de votre fidélité à la une du 20h, ce qui lance télévision ce soir. Au chantier naval et industriel du Cameroun, le directeur général n'est toujours pas en fonction. La cérémonie d'installation prévue pour ce jeudi n'a pas eu lieu alors que les employés sont déjà préoccupés par leur avenir au sein de cette entreprise. La vie au Parlement, comme elle va, 5 projets de loi déposés sur la table des députés et celle des sénateurs, une dizaine de questions orales chez les députés alors que les commissions se mettent progressivement en place. Et en deuxième partie de ce journal, nous reviendrons sur la situation qui prévaut au chantier naval et industriel du Cameroun avec un délégué du personnel. A tout de suite. Une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal. L'installation du nouveau directeur général du chantier naval et industriel du Cameroun, la cérémonie prévue ce jour à Douala, n'a pas eu lieu. Aucune raison officielle n'a été donnée aux nombreux invités pourtant présents sur les lieux de la cérémonie. Les chefs traditionnels Sawa, les clients de l'entreprise ainsi que d'autres personnalités sont repartis après de longues heures d'attente. Les employés, quant à eux, ont exprimé leur déception après ce rendez-vous manqué. Jean-Johnny Peck et Sylvestre Polizangaou. Chantier naval et industriel du Cameroun. La joie des employés qui attendent l'installation de leur nouveau directeur général est perceptible. Les personnalités conviées à la cérémonie sont présentes. Parmi elles, les chefs traditionnels Sawa et les clients de l'entreprise. Le début de la cérémonie est fixé à 10 h. Mais jusqu'à midi, aucune trace du nouveau directeur général, Bernard Baïha. Les invités commencent à se lasser, surtout qu'aucune information sur ce retard ne leur est transmise. Sous la forte chaleur, les hôtesses leur proposent des bouteilles d'eau à boire. Le temps passe et une nouvelle commence à circuler. Bernard Baïha, récemment porté à la tête du chantier naval par son conseil d'administration, n'a pas fait le déplacement de Douala. Du coup, certains se souviennent de ce que la presse a révélé en début de semaine sur l'opposition de la Société nationale des hydrocarbures, la SNH, sur la nomination de l'un de ses cadres au poste de directeur général du chantier naval et industriel du Cameroun sans la consulter. Les invités apprennent également que le ministre des Transports, qui doit procéder à l'installation, est reparti à Yaoundé. Ça en est de trop. Les chefs traditionnels quittent les lieux, suivis des clients du chantier naval. Les employés expriment leur déception. On ne peut pas nous annoncer dans les médias nationaux qu'on installe le directeur général et son adjoint. Arrivé aujourd'hui, on ne voit ni le PCA, ni les deux directeurs. Nous, la société va aller où? On ne sait pas. Certains ajoutent une note d'humour. Moi, je tire un coup de chapeau à M. Baïha. C'est un vrai Camerounais. Bernard Baïha n'a donc pas pris ses fonctions de directeur général du chantier naval et industriel du Cameroun ce jeudi 20 mars 2014. Aucune raison officielle n'a été donnée. Des sources internes à l'entreprise annoncent pourtant qu'un budget de près de 5 millions de francs CFA a été validé pour l'organisation de cette cérémonie. Et toujours au chantier naval et industriel du Cameroun, les employés sont préoccupés par leur avenir alors que le directeur général se fait attendre. La subvention de 3 mois accordée par le gouvernement pour payer leur salaire s'épuise dans quelques semaines et ils craignent que leur doléance émise lors des multiples grèves ne soit pas finalement prise en compte. Une fois encore, Jean-Johnny Peck et Sylvestre Polizangaou. Revalorisation salariale de près de 30%, assurance maladie, paiement du 13e mois, avancement et gratification. Voilà les doléances faites par les employés du chantier naval et industriel du Cameroun pour l'amélioration de leurs conditions sociales. Mais la plupart d'entre eux affirment que les engagements pris par l'entreprise pour les satisfaire ne seront certainement pas respectés. On a fait des correspondances au gouvernement jusqu'à la présidence. L'État nous a essayé d'écouter. Ils nous ont aidés pendant 3 mois de salaire. Le calme que vous aviez constaté. Et la fin de cette aide, c'est le mois-ci. Je crois que après, on se pose des questions. On va vivre comment après ces 3 mois? Les mauvaises conditions de travail, les mois d'arriérés de salaire, continuent donc de les hanter. L'avenir est sombre. Il ne manque qu'à pleurer seulement. Le chantier naval est pourri. Pourri. Depuis 2008, le chantier naval et industriel du Cameroun fait face à de nombreux problèmes de gestion.
En 6 ans, son chiffre d'affaires a diminué de plus de 80%. Encore un conteneur sur la voie publique à Douala. L'incident s'est déroulé au lieu-dit Niala-Château il y a 72 heures. Des boutiques saccagées par un gros porteur qui, selon des témoins, aurait perdu son système de freinage. Mais fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Samuel Tchoufa et Flavien Valondongo. C'est désormais une tradition à Douala. Chaque semaine, ou presque, un conteneur crée un spectacle sur la voie publique. Nous sommes au lieu-dit Niala-Monté-Château. La population contemple un gros porteur qui a perdu la tête. Les victimes n'ont rien perdu de la scène. J'étais dedans, je vois du coup le camion qui descend avec son conteneur. Et je ne pouvais plus sortir parce que j'ai eu un peu peur. Je me suis dit que moi je suis déjà morte. Je suis entrée dedans. Du coup j'entends boum. Vous dites? J'entends boum. Le boum là, la porte de mon conteneur a basculé, tout s'est renversé. Après j'ai levé ma tête. J'ai vu que non, je ne suis pas morte. Je suis vivante, j'ai vu maintenant la position du camion. C'est là où je suis sortie pour mieux voir. Et vous alors? J'ai échappé de justesse. Il est allé tomber devant les conteneurs de mes voisins. La cabine suspendue et le conteneur en chute, des boutiques détruites. Jusqu'ici, les causes de l'accident restent inconnues. Les témoins évoquent une panne du système de freinage qui aurait échappé au contrôle du conducteur de l'engin. Le conteneur montait et je ne sais pas si c'est les freins qui ont lâché. Alors il est rentré. L'on pourrait ajouter à ces éléments le mauvais état physique du gros porteur, impuissant pour lui de gravir une pente de moins d'1 kilomètre. La foule a difficilement retenu sa colère, se laissant révolter par l'attitude du conducteur du gros porteur. Mais ce qui nous énerve là, c'est qu'il ne vient même pas causer avec ce qu'il a percuté. Il va carrément chercher la gendarmerie, il apporte le caterpillar qui doit venir dégager son conteneur. Il ne vient pas regarder qu'est-ce qui s'est passé, voir même ces gens-là, il ne vient pas. Le gendarme qui était là, le commandant a relevé quelques dégâts, mais il nous a demandé de constater un huissier. Des conteneurs en chute sur la voie publique à Douala, cela est désormais une mode dans la capitale économique, et ce, sous le regard muet des autorités régionales. Restons avec les transporteurs pour évoquer ce sale temps pour ces transporteurs dits clandestins à Yaoundé. Ils sont au centre d'une opération de chasse à l'homme menée par les syndicats des transports avec l'appui de la police. Les taximens veulent sécuriser leurs recettes dont une partie va dans les poches des transporteurs clandestins. Joël Essengue et Marcelin Gansop. Dur, déserté dans la capitale depuis quelques jours. Transporteurs clandestins et forces de l'ordre jouent au chat et à la souris. Nous entendons par transport clandestin, tout véhicule se retrouve sur la voie publique en train d'exercer à titre onéreux le transport des personnes et des biens sans avoir les documents requis par le gouvernement. Et nous avons donc constaté que les transporteurs urbains par taxi étaient pratiquement envahis par des personnes qui n'avaient pas le droit de leur faire une concurrence. C'est pour ça qu'on a donc servi au gouvernement un préavis de grève et ça aboutit à une rencontre avec le délégué général de la Sécurité nationale. Au banc des accusés, les chauffeurs des OPEP, comme on les appelle, se défendent. L'État reconnaît juste les taxis jaunes et ils oublient qu'il y a des gens qui sont dans des périphériques où les taxis jaunes là ne peuvent même pas aller. Donc nous sommes utiles et la mairie nous arnaque en nous vendant l'impôt libératoire qui sert juste au contrôle de la mairie. Et quand d'autres contrôles sortent, si tu montes cet impôt libératoire avec le stationnement, on vous fout de la merde. Ces derniers vont jusqu'à faire des propositions pour normaliser le transport dit clandestin, mais devenu incontournable dans la capitale. Les OPEP ratissant large, là où les taxis ne peuvent pas arriver. L'État doit comprendre qu'il y a des Camerounais qui vivent au bas-fond et créer notre style de transport. Taxi brusque que nous prenons, nous supplions l'État vraiment de nous reconnaître et nous donner notre limite de plan d'action. Même s'il faut que nous on paye, même les mêmes papiers que les taximans payent, mais qu'on ne met pas la couleur jaune. Une normalisation qui tient à cœur les syndicats des transporteurs. Qu'on s'accorde sur un démantèlement systématique de tous les points de chargement urbains clandestins. Donc il faut désormais qu'on puisse délimiter une zone exclusivement réservée aux transporteurs urbains par taxi. Maintenant, après avoir délimité ces zones, on va maintenant avoir une zone réservée aux transporteurs périurbains. Au niveau du Carrefour Etoudi par exemple, il n'est plus de bon ton qu'on y voie des motos
Les motos doivent s'arrêter au niveau de l'ancien 6e pour desservir les habitants de l'abattoir. Donc nous sommes en train carrément de demander que à chaque secteur son business. Il n'est plus, n'est-ce pas, normal que d'autres viennent nous prendre notre part de marché. La traque des transporteurs clandestins coïncide avec l'arrêt de travail observé depuis lundi par les employés de la société Le Bus. Les usagers sont pris au piège de la marche obligatoire ou de l'augmentation des frais de transport. Sans le bus et les clandestins, la mobilité est difficile ces derniers temps à Angola. Et les syndicats ne sont pas entièrement satisfaits de la manière dont la lutte contre le transport clandestin se déroule. Ils dénoncent la confusion que sèment les agents de police dans cette opération. Je vous propose d'écouter Jean-Colin Ndefo-Sokin, président du syndicat national des employés du secteur des transports routiers, au micro de Marcelin Gansop. Bon, une fois qu'on s'est rencontré avec le délégué général national, le DGSN a tout de suite envoyer des policiers pour nous appuyer dans cette lutte. Malheureusement, sur le terrain, tout se passe un peu comme si la police, dans sa manière de faire, n'est pas en train de respecter la vraie volonté des professionnels que nous sommes. Parce que nous avons demandé que sur le terrain, qu'on ne traque que ceux qui sont véritablement des transporteurs clandestins. Malheureusement, on a constaté qu'il y a eu des bavures, et les policiers se mettent même à interpeller nos camarades qui se retournent enfin contre nous. C'est pour ça que nous nous sommes rassis et avons demandé qu'il était important qu'on puisse recadrer ces contrôles pour que désormais cela ait un résultat efficient. Le président du conseil d'administration de l'université de Douala prescrit la rigueur dans la gestion. Le professeur Théophile Ngando Pondo présidait la 32e session du conseil d'administration de cette institution ce jeudi. Il est revenu sur le cliché des gestionnaires récemment épinglés pour faute de gestion par le contrôle supérieur de l'État. Emmanuel Tibui et Fénéral Maoussen. Le plus grand nombre de fautes de gestion commises à l'université de Douala montre que les gestionnaires ont pris un peu de liberté dans la gouvernance, pense le professeur Théophile Ngando Pondo. Le président du conseil d'administration de cette institution a été sans réserve sur la question à l'ouverture des travaux de la 32e session du conseil d'administration. Aux responsables récemment nommés à l'université de Douala et présentés aux administrateurs, le président du conseil d'administration a prescrit un respect rigoureux des tests qui gouvernent le fonctionnement de l'institution, tout en reconnaissant qu'il n'est pas très aisé d'éviter des écarts. C'est au total 12 points inscrits à l'ordre du jour de cette session ordinaire, l'une des plus importantes articulations étant l'examen et l'approbation du budget 2014 à quelques semaines des Jeux universitaires annoncés au mois d'avril à l'université de Douala. Nous avons engagé des travaux lourds pour les infrastructures sportives et ces travaux seront livrés dans 1 semaine et demie au maximum. Et d'ailleurs, c'est l'occasion ici de remercier le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala qui nous offre gracieusement une tribune en matériaux définitifs au stade de football du campus 1. Au cours de ce conclave, le premier du genre de l'année en cours, le recteur a vanté les fruits de la gestion axée sur les résultats, un mode de gouvernance choisi pour intégrer tous les maillons dans le management. Depuis ma prise de fonction à l'université de Douala, j'ai opté pour un management participatif. J'ai pris cette option parce que j'ai l'intime conviction que dans une institution de formation supérieure comme la nôtre, les décisions seront autant légitimes et efficaces que si chacun aura pu s'exprimer. Et il faut signaler que le budget de l'université de Douala s'élève à 15 847 424 294 francs CFA. La société GMG Evecam dans la cité balnéaire est accusée de maltraiter les peuples pygmées dans le département de l'Océan. Une mission du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est descendue dans les campements pygmées à Kribi pour se rendre compte de la réalité. Joseph Abena. C'est un grand travail d'extension de l'évéaculture que la multinationale GMG Evecam vient d'entamer ici
au village Bissiang, à 15 km de Kribi. Les populations pygmées qui habitent ces campements ont été déguerpies pour un site non aménagé. Ici, ils sont jetés en pâture et doivent subir la rigueur du climat pluvieux ces derniers temps. Ce traitement considéré comme inhumain et une injustice sociale est à l'origine de cette descente d'une mission des Nations Unies ici dans les campements pygmées. Interrogés à ce sujet, les agents de VECAM disent être surpris de ce déplacement. On a demandé à tout un chacun de défricher d'abord, comme vous l'avez dit, et après on va chercher les scieurs qui viendront tout autour. Scier les gros arbres. Les arbres qu'eux-mêmes choisiront, hein, parce qu'ils peuvent décider que nous on conserve l'arbre aussi parce qu'ils nous aident. Donc l'objectif n'était pas... Parce que moi, je suis étonné, c'est la première fois depuis la dernière fois que nous sommes arrivés de constater qu'ils sont déjà installés à l'intérieur. Des points de vue démentis aussitôt par les Bagueli qui disent se trouver en insécurité depuis le début des travaux d'extension de la société VECAM. Les Bagueli, peuples autochtones et minoritaires, sont généralement considérés comme des sous-hommes par les Bantous, leurs voisins. Une situation qui semble justifier le diktat dont ils sont victimes aujourd'hui par cette société foncièrement capitaliste. Au Parlement, à présent, plus de 60 députés absents cet après-midi à l'Assemblée nationale. Néanmoins, 5 projets de loi ont été déposés sur la table des députés, ainsi qu'une dizaine de questions orales. Ceci a mis un terme au chômage des commissions, dont celle en charge des affaires étrangères, qui rentrent en fonction dès demain. Joël Essengue et Marcelin Gansob. Pour cette séance plénière de dépôt des premiers projets de loi, plusieurs députés ont brillé par leur absence. Une soixantaine de sièges étaient vides. Un record depuis le début de cette session de mars. Si certains sont malades ou occupés par des activités liées à leurs fonctions, la plupart ont simplement boycotté en privilégiant la préparation du prochain anniversaire du parti au pouvoir. Les députés sont allés préparer pour que la date de 24 mars, la date du parti. Hein? Donc ils sont occupés avec ça aussi. Des absences qui n'ont pas empêché la réception des 5 projets de loi préalablement réceptionnés en matinée par la conférence des présidents. Laquelle conférence a jugé tous ces projets recevables. Ces textes ont été illico presto transmis à la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, présidée par le doyen d'âge. Ça commence pour nous. Nous, c'est demain à 10h. Donc, nous avons beaucoup à faire. Mais nous allons donc préparer aujourd'hui. Demain, on va examiner tous les projets. Mais peut-être demain, on ne va pas finir demain. On va voir ça après-demain. Outre la réception des 5 projets de loi, une dizaine de questions orales ont déjà été enregistrées. Elles proviennent de plusieurs députés et interpellent aussi bien le Premier ministre que le ministre de l'Enseignement supérieur, celui des Travaux publics, le garde des Sceaux, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le ministre de l'Économie et puis le ministre des Transports. Des membres du gouvernement attendus de pied ferme devant la représentation nationale pour apporter des réponses aux questions dont les contenus n'ont pas été dévoilés. Activité quasiment similaire au Sénat où les 5 projets de loi ont également été déposés sur la table des sénateurs. La mise en place des commissions a aussi été l'une de ces activités auxquelles s'est livré le bureau dirigé par Nyadi Fendji, Élisée Bogba et Anning Bazoua. La première plénière, ouverte aux environs de 12h12, était uniquement consacrée à l'élection des bureaux des 9 commissions que compte le Sénat. Ainsi, Thomas Tobo Eyoum du RDPC présidera à la destinée de la Commission des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire,
Bellu René du RDPC est président de la Commission de la Défense nationale et de la Sécurité. La Commission de l'Éducation, de la Formation professionnelle et de la Jeunesse sera présidée par Amadou Abou du FSNC. La Commission des Affaires étrangères sera sous la houlette de Francis Kwen du RDPC. René Zengele du RDPC est le président de la Commission de la Production et des Échanges. Bernard Tanché-Tagné du SDF bénéficie du fauteuil de la Commission des Affaires culturelles, sociales et familiales. La Commission des solutions et des pétitions sera présidée par Baden Dangandjinga du RDPC, celle des lois constitutionnelles, des droits de l'homme et des libertés, de la justice, de la législation et du règlement, de l'administration sera présidée par Siegfried et Tamé Massouma du RDPC. Quant à la Commission des finances et du budget, elle sera présidée durant toute l'année par Eli Victor et Somba Tchungi, toujours du RDPC. Au total, sur 9 commissions, le RDPC bénéficie de 7, le SDF d'une et le FSNC également une. Quant à la deuxième plénière, elle a porté sur le dépôt de 5 projets de loi. Le premier, approuvant l'avènement numéro 2 de la Convention d'établissement du 20 mars 1998 entre la République du Cameroun et la société camerounaise Oil Transportation Company SA. Le deuxième, approuvant l'avènement numéro 3 à la Convention d'établissement du 20 mars 1998 entre la République du Cameroun et la société Cameroun Oil Transportation Company SA. Le troisième, autorisant le président de la République à ratifier la Charte africaine sur les valeurs et principes du service public et de l'administration. Le quatrième, autorisant le président de la République à ratifier la Convention entre la République du Cameroun et le Royaume d'Espagne sur la coopération en matière de lutte contre la criminalité. Le cinquième, enfin, déposé sur la table du Sénat, autorisant le président de la République à ratifier l'accord entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République populaire de Chine pour la promotion et la protection réciproque des investissements. Port en eau profonde de Kribi, à 3 mois de l'inauguration de la première phase du projet, les populations s'insurgent contre le comité de pilotage qu'elles accusent de ne pas prendre en compte leur doléance. Elles ont remis une compilation de leurs récriminations hier au préfet de l'Océan après une marche dans les artères de la ville de Kribi. Joseph Abena. Le port en eau profonde de Kribi sera opérationnel dans 3 mois. L'intense activité sur l'axe routier qui relie la ville de Kribi au site du port est remarquable. Mais le problème des populations riveraines reste entier. Voici le campement des peuples Bagueli, au cœur du port. C'est ici qu'ils consomment de l'eau pour se maintenir en vie. Ils utilisent la même mare d'eau pour se baigner. Leur chagrin reste perceptible. Les chefs traditionnels et les organisations de la société civile se sont joints aux partis politiques ici à Kribi pour exprimer leur indignation face à ce qu'ils appellent la grande corruption de Kribi. Nous sommes à quelques jours de l'inauguration du port en eau profonde de Kribi. L'océan n'a rien. Nous ne pouvons pas nous laisser faire. Ce n'est pas une révolution, mais c'est juste une vérité. Venez voir. Aucune entreprise dans l'océan n'a rien eu. Nos mairies sont abandonnées. Aucune formation. Le seul emploi qu'on trouve à nos populations, c'est le gardiennage. Nous ne pouvons plus l'accepter. Nous sommes déterminés à défendre nos intérêts dans la légalité. Nous sommes au pouvoir. Nous devons accompagner le chef d'État pour dénoncer aussi la grande corruption
qui règne dans les projets structurants à Kribi. Après plusieurs heures de concertation, un document contenant des récriminations contre le comité de pilotage et de suivi du projet a été remis au préfet de l'Océan au terme d'une marche dans les artères de la cité balnéaire de Kribi. Une autre série spéciale consacrée à la Coupe du Monde 2014, signalant qu'une fois la Coupe du Monde attribuée à l'Uruguay en 1928, le pays hôte et la FIFA avaient dû affronter d'énormes difficultés, désistement de certaines équipes participantes, incertitude de certains moyens de transport, les moyens de transport pénibles pour la traversée de l'Atlantique. A signalé également que de nombreux sceptiques de l'époque avaient pensé à une annulation de la première Coupe du Monde. La ténacité et la détermination du président de la FIFA a eu raison de tous ces obstacles. Jean-Paul Chuniat. Le président de Gimnasia de acá de La Plata mandó 2 barcos. Si la FIFA a décidé de la tenue de la première Coupe du Monde en Uruguay en 1930, il y a cependant un énorme pas à franchir entre l'adoption du projet et sa matérialisation sur le terrain. Premier obstacle, la traversée de l'océan Atlantique. Le déplacement à l'époque est périlleux, associé au scepticisme des pays européens qui n'ont encore répondu aux invitations de l'Uruguay. Les plus enthousiastes, la Tchécoslovaquie, l'Autriche et la Hongrie semblent se rebiffer. L'Uruguay n'apprécie guère, surtout que de travaux titanesques sont en cours pour accueillir cette Coupe du Monde et le centenaire de son indépendance. Le symbole de ce double événement est la construction de l'Estadio Centenario, 108 000 places, en plein centre de la capitale, Montevideo. D'autres pays d'Amérique du Sud protestent contre l'attitude de l'Europe et menacent de faire scission au siège de la FIFA. Faut-il annuler cette Coupe du Monde? Pour Jules Rimet, c'est mal le connaître. Sa détermination et le soutien de la FIFA suffisent pour balayer le vent d'un cataclysme qui souffle sur le football mondial, ce qui anéantirait tous les efforts faits pour unifier ce sport et lui donner un destin planétaire. Jules Rimet retourne dans son pays convaincre les autorités et les employeurs des joueurs de l'équipe de France. À la suite de la France, la Belgique, la Roumanie et la Yougoslavie s'engagent. L'Europe est bien représentée. La Coupe du Monde en Uruguay est sauvée. En partance pour Montevideo à bord du bateau Conteverde, Jules Rimet tient ferme dans une valise la fameuse statuette en or, le trophée destiné aux vainqueurs de la Coupe du Monde. La date initiale du coup d'envoi du 15 mai au 15 juin 1930 est modifiée. Le match d'ouverture a finalement lieu le 13 juillet 1930. Jules Rimet écrase une larme. Son rêve est devenu réalité. Sa détermination et son obstination ont eu raison de toutes les difficultés. Et je vous propose à présent de nous retrouver dans le cadre de la deuxième partie de ce journal avec notre invité. Nous revenons sur la situation qui prévaut au chantier naval et industriel du Cameroun. À tout de suite. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce journal. Je vous le disais il y a un instant, nous allons évoquer la situation au chantier naval et industriel du Cameroun en rapport, bien évidemment, avec l'actualité qui est avec notre invité, Jules Zoua. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes l'un des délégués du personnel du chantier naval et industriel du Cameroun. C'est bien cela? Oui. Alors, au chantier naval et industriel du Cameroun, on serait bien tenté de se demander ce qui se passe de ce côté-là. On a vu des images tout à l'heure, on attendait le directeur général qui n'est finalement pas arrivé. Vous, la réaction que vous avez eue, c'est laquelle? La désolation. Et pourquoi? Oui, parce que en tant que délégué du personnel, je le pressentais déjà, je le savais déjà que ça devait arriver, parce que ce qui s'est passé n'était pas normal, vu lorsque la nomination est sortie mercredi dernier. Il est dit que c'est le conseil d'administration extraordinaire. Ce n'est pas un décret présidentiel, c'est un conseil d'administration extraordinaire. Alors, nous avons attendu, nous n'avons pas suivi les médias dire que oui, le président a approuvé. Et ce qui est arrivé aujourd'hui ne nous a pas surpris parce qu'on savait que c'était du folklore, c'était de la manipulation. Et de la manipulation venant de qui précisément? Venant du conseil d'administration. Oui.
Mais on peut se dire tout de même que les médias n'ont pas pris part totalement aux travaux du conseil d'administration. On a juste eu les résolutions. Et parmi ces résolutions, on avait la nomination de Bernard Baya comme directeur général du chantier naval et industriel du Cameroun. Alors, lorsque vous dites que vous avez pressenti, ou bien que vous avez envisagé cette situation, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui vous a donné? Quels sont les éléments sur lesquels vous vous appuyez pour penser que le directeur général ne serait pas en fonction? Oui, parce que Bernard Baya, c'est un administrateur du chantier naval. Ça veut dire qu'il connaît la situation du chantier naval. Et celui qui était là, Antoine Bikoro, c'est son collègue. Ils étaient à la SNH ensemble. Lorsqu'il est venu au chantier naval, il est venu par un décret présidentiel. Alors, s'il faut donc nommer un directeur venant encore de la SNH, alors nous, délégués du personnel, nous avons conclu que c'était de la manipulation. Parce qu'il est inadmissible qu'un administrateur du chantier naval qui vient et remplace un autre administrateur. Parce que Bikoro aussi était de la SNH. Lorsqu'il est venu du chantier naval, il venait de la SNH. Bernard Baya vient de la SNH. Alors, nous, délégués du personnel, connaissant la réalité de la maison, on savait que c'était la manipulation. C'est quoi la réalité de la maison? La réalité de la maison, c'est que Bikoro, Antoine, est l'homme de la justice. Alors, il fallait à tout prix le dégager et positionner quelqu'un d'autre. Alors, puisque Bernard Baya, c'est aussi un homme de justice, il a donc refusé. Voilà deux patriotes qui veulent l'avancement de la maison. Mais vos propos semblent bien tranchés avec d'autres déclarations que l'on a du chantier naval et industriel du Cameroun. D'autres présentent plutôt Antoine Bikoro Allo comme la personne bien la tête à abattre du chantier naval. Vous savez, la vérité reste la vérité. Mais ce que les gens peuvent spéculer, ce ne sont que des mots. Lorsqu'on dit Bikoro, c'est la tête à abattre. Moi, on m'a présenté à Facebook comme un délégué de Bikoro. Je ne suis pas de la région de Bikoro. Mais ce monsieur nous a présenté la vérité. Ce monsieur nous a présenté les réalités de la maison. Alors, comment pouvez-vous donc expliquer qu'Antoine Bikoro Allo, alors directeur général adjoint du chantier naval et industriel du Cameroun, et il y a eu à répétition des grèves, un malaise social, le climat social n'était pas du tout bon au chantier naval et industriel du Cameroun. Vos collaborateurs, vos collègues ont plusieurs fois initié des mouvements d'humeur. Comment vous pouvez donc faire un lien entre la présence d'Antoine Bikoro Allo, que vous considérez comme l'homme de la justice, et l'homme de la vérité, et de l'autre côté, des grèves à répétition? Oui, des grèves à répétition. Je ne sais pas si c'est vous qui le dites, ou bien ce sont des ouvriers du chantier naval qui l'ont dit. Il y a quand même eu des grèves, on est d'accord. Et on a eu des grèves. Mais des grèves n'étaient pas par rapport aux ouvriers, c'était par rapport aux ex-temporaires. Et il y avait plus de 1500 temporaires. Et maintenant, l'État camerounais ne voulait plus les temporaires dans les sociétés d'État. Il fallait donc liquider les droits de ces temporaires. Et M. Antoine Bikoro est arrivé en 2007 et en 2008, il prend les règnes. Et en 2009, il gouverne. En 2010, le problème des ex-temporaires se soulève. Il faut donc dédommager. Il n'est pas la banque. Il fallait donc que l'État camerounais dédommage les 1500 temporaires. Alors voilà donc le débat des grèves. Ce n'était pas pour Antoine Bikoro. Ce n'était pas pour la faute de gestion d'Antoine Bikoro. C'était pour le problème des temporaires. Mais tout cela fait quand même partie du management, des problèmes de gestion, des problèmes de gouvernance qu'il y a au sein du chantier naval et industriel du Cameroun. Parce qu'on peut se dire on est directeur général adjoint, mais également la question des temporaires peut interpeller l'équipe managériale. Oui, je vous comprends, mais comprenez, lorsqu'un temporaire fait 15 ans, Antoine Bikoro est arrivé en 2007. Un temporaire qui a fait 15 ans n'était pas avec Antoine Bikoro. Ça veut dire qu'il y avait un problème au départ du chantier naval. Le chantier naval utilisait des gens sans les embaucher. Voilà le véritable problème. Maintenant, lorsqu'Antoine Bikoro vient, il est envoyé, il est comme un commis de l'État.
Il vient pour restaurer l'entreprise. Maintenant, il lui faut des fonds pour payer. Ce n'est pas lui qui paye, c'est l'État camerounais qui paye. Maintenant, en attendant que l'État paye, les gens ont manifesté. Ce n'était pas lui qui devait payer, c'était l'État camerounais qui devait payer. Alors, que répondez-vous également à ceux qui estiment que depuis quelques années, le chantier naval et industriel du Cameroun a quand même d'énormes problèmes? On parle de son chiffre d'affaires qui est passé pratiquement d'un peu plus de 40 milliards de francs CFA à moins de 12 milliards. On parle encore là certainement d'un problème de gestion. Oui, je vous ai dit, je suis l'homme de la vérité, je suis le fils de la vérité. Et je ne dis ici que la vérité. Le chantier naval n'a jamais fait de recettes, de bénéfices pour l'État camerounais. Le seul directeur qui a fait un bénéfice, c'est Antoine Bikoro. De 2008 en 2010, il est le seul directeur qui a fait un bénéfice. Et je le dis devant les médias. Alors, que dites-vous donc de ceux qui estiment que c'est par Zacchaeus Fongindam que l'on a pu avoir le projet sur le yard pétrolier de Limbé, que plusieurs marchés ont pu être acquis par le chantier naval et industriel du Cameroun? Vous les battez en brèche, c'était moins que ce que vous considérez comme le bilan plutôt élogieux d'Antoine Bikoro. Vous savez, nous ne pouvons pas parler... On vous écoute, nous ne pouvons pas parler de Fongindam. Parce que, généralement, lorsque quelqu'un est dans les oubliettes, on l'oublie. Mais il fait quand même partie du passé de cette entreprise. Oui, il en a fait. Il en a fait. Et on peut dresser le bilan. On peut dresser le bilan, mais le bilan est négatif. Parce qu'il a bâti une mauvaise fondation. Alors, vous vous basez sur quoi pour juger et comparer les bilans à la fois d'Antoine Bikoro et de Zacchaeus Fongindam? Est-ce que vous n'avez pas finalement l'impression, d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure, que l'on vous présente comme un délégué du personnel d'Antoine Bikoro à l'eau? Vous me donnez l'impression de soutenir pratiquement toute sa gestion. Vous savez, madame ou ma fille, je vais vous appeler ma fille, lorsque quelqu'un est je préfère mieux l'autre. Oui, lorsque quelqu'un est dans la vérité, et que vous soutenez la vérité, on va vous dire que non, vous êtes de sa région. Antoine Bikoro est de la vérité. Il veut sortir, il est dans la politique du président de la République. Alors, on va pas s'y attarder. Vous êtes employé du chantier naval et industriel du Cameroun. Oui. La situation, on la connaît, le directeur général n'est toujours pas arrivé. Oui. Pour vous, l'avenir, c'est quoi au sein de cette entreprise? Vous avez entendu tout à l'heure vos collègues estimer que rien ne va au chantier naval et industriel du Cameroun. D'ailleurs, l'un d'eux a estimé que c'est une entreprise qui est quasiment pourrie, entre guillemets, pour reprendre exactement ces termes. Pour vous, l'avenir au sein de cette entreprise, c'est quoi? Pour moi, en tant que délégué et ouvrier du chantier naval, l'avenir est prometteuse. Parce que ce qui se passe, c'est la vérité. Celui qui veut soulever le chantier naval, c'est celui-là qu'on a voulu couvrir. Mais maintenant, la vérité a explosé en plein jour. C'est ce que vous avez vu aujourd'hui. Mais comment la vérité peut-elle exploser si on a des managers qui sont débarqués, si le directeur général, on pourrait se dire, si le chantier naval se porte bien, le directeur général peut-être Bernard Bailly se serait précipité à venir à la cérémonie d'installation, on pourrait se dire comme ça, mais s'il n'est pas là, c'est certainement qu'il y a des problèmes et qu'il ne veut pas, beaucoup se frottent au risque de se piquer. Oui, je vous ai dit, Bernard Bailly est administrateur du chantier naval. On l'a bien compris. Parce que ça veut dire qu'il connaît des problèmes du chantier naval. Alors vous reconnaissez qu'il y a des problèmes? Alors, je reconnais qu'il y a des problèmes. Et de ces problèmes, permettez-moi de les énumérer. Les problèmes, c'est quoi? 1. La majorité des travailleurs du chantier naval sont des faux diplômés. La majorité des travailleurs du chantier naval sont des voleurs. Et maintenant, lorsque le directeur Antoine Bikoro veut sévir, on dit que non. Il est l'homme à battre. Voilà donc la vérité là-bas. D'accord. Donc, on retient avec vous qu'il y a des problèmes de faux diplômes, oui. Des problèmes également de, on va peut-être pas dire de corruption, mais également de détournement. C'est vous qui le dites, oui, en tant que délégué du personnel. Oui. Eh bien, merci à vous, Jules Zoua. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle
que vous êtes l'un des délégués de personnel du chantier naval et industriel du Cameroun. Oui, merci. Merci également à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Merci de rester en compagnie des programmes sur Equinox Télévision. À très bientôt. Au revoir.